Docteur Frédéric Tissot, bonsoir. Vous êtes médecin, diplomate. Vous publiez L'homme debout chez Stock. C'est un livre dans lequel vous racontez votre vie d'humanitaire baroudeur, dites-vous, qui vous a amené à sauver des vies aux quatre coins de la planète, mais aussi à perdre l'usage de vos jambes. Vous nous raconterez comment ça vous est arrivé. Mais d'abord, pourquoi cette vie entièrement dédiée aux zones de guerre, aux zones de famine? Vous avez vu des choses épouvantables. C'était ça pour vous, être médecin, et non pas ouvrir tranquillement un cabinet médical à Dijon, puisque vous avez fait vos études de médecine à Dijon. Mais j'aurais pu le faire. Et ça m'aurait autant passionné, je pense. Mais le hasard et la nécessité, certainement, ont voulu que lors d'un service militaire au Maroc, j'ai découvert des populations qui, effectivement, n'avaient pas de médecin. Et tout cela s'est enchaîné. Nous avons, avec des amis, créé Aide médicale internationale en novembre 1979, l'Afghanistan, et après, c'était parti. Quel choc culturel. En Afghanistan, vous racontez dans le livre, page 34, donc vous voyez un pauvre enfant qui a sauté sur une mine, vous vous occupez de lui, son père vous tape sur l'épaule et il vous dit « Laisse tomber, docteur, te fatigue pas, ce soir j'en fais un autre ». Ouais, on apprend vite la vie. Quand vous escrimez à sauver un enfant et que son père voit très bien qu'il va mourir. Moi aussi, je le voyais qu'il allait mourir. Mais je faisais mon métier jusqu'au-delà du possible. Lui, il m'a tapé comme ça sur l'épaule, il m'a dit « Mais laisse tomber, ce soir j'en refais un ». C'est lui qui avait raison. Mais en même temps, il respectait mon travail. Et c'est vrai que tout ce livre est un livre d'aventure comme celle-ci que je n'ai pas choisi, qui me sont arrivées, et c'est pour ça que tant de personnes le lisent actuellement. Ben oui, il y a un rapport à la mort auquel on n'est pas habitué dans nos pays occidentaux. Par exemple, la Somalie, 92, des famines, vous voyez des camps, vous décrivez les figures, vous dites « Je vois des zombies exténués, affamés, mais encore debout, puis à la seconde d'après, ils tombent. » Horrible. Des mères qui doivent choisir lequel de leurs bébés, lequel des deux bébés va mourir et l'autre... Elle l'allaite lequel, alors qu'elle a quasiment plus de lait ou plus de nourriture, lequel elle choisit. Terrible. Mais c'est ça la vie. Et c'est ça la mort. Et c'est ça notre monde. En tout cas, c'est celui que j'ai côtoyé pendant près de 40 ans. Et qui fait que ce livre est le récit, en même temps, de l'état du monde depuis 1979. Et on en est partiellement responsable, nous, Européens. Vous racontez, alors c'est où? Au Kurdistan d'Iran, 1982, vous voyez trois tracteurs. Derrière, vous distinguez des charrettes. Et dans ces charrettes, il y a des corps, la moitié est vivant, l'autre moitié est mort. Qu'est-il arrivé à tous ces corps? Je vois ces tombereaux qui arrivent avec tous ces corps. On monte dedans et on sait qu'il y a eu un bombardement aérien. Et on voit ces blessés arriver. Bien entendu, immédiatement, on choisit en tant que médecin, on trie. Celui-là, il est déjà mort. L'autre, on ne pourra pas le sauver. On s'occupe de ceux que l'on pourra sauver. Je me retrouve devant une jeune femme, le ventre ouvert et la poitrine ouverte. Hein, pas déshabillée, non, ouverte en deux. Sanguinolente, et elle vit encore, et je découvre qu'elle est en train de brûler. De brûler de quoi? Je vois des petites billes qui sont en train de brûler sa chair. Elle souffre encore. Elle vit encore, elle souffre. Et vous n'aviez aucune idée de ce qu'étaient ces billes? Non. Vous ne saviez pas? Non. En tout cas, je mets fin à ces jours. Questionnement éthique majeur. Mais c'était ma sœur. Parce que j'ai toujours considéré l'autre comme mon frère ou ma sœur. Donc je mets fin à ces jours car je l'aime, cette fille. Donc j'arrête ces souffrances. Je prends ces petites billes, je les fais analyser en France. On me répond quelques mois après, bombe à phosphore, fabrication française. C'est notre vie. Et vous dites, voilà, à Paris, on fournit des armes. On est amis de Saddam Hussein, de l'Irak. On lui fournit des armes. Et le même, et il y a d'autres Français qui réparent les dégâts derrière. Est-ce l'honneur de la France, tout ça? Je me suis toujours posé la question. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Très critique vis-à-vis de l'intervention étatique, notamment dans l'humanité. Vous parlez d'humanitaire d'État. Vous dites que c'est un spectacle. Pourquoi? C'est vrai que d'ici, vu de France, on se dit c'est très bien d'acheminer des bistouris entièrement neufs, des plateaux chirurgicaux flambant neufs dans des régions dévastées comme le Kaboul post-Taliban de 2002-2005. Et vous nous dites non, c'est du spectacle. Pourquoi? C'est du spectacle parce que, pardon, mais les médias sont là et ont besoin de montrer.
Alors, spectacle ou pas, ça dépend comment on le montre. Mais j'ai vu notamment les Japonais qui ont déversé des tombereaux, là aussi, de matériel tout neuf, avec des notices en japonais. Les Afghans disaient, mais de qui se moque-t-on? Et surtout, vous dites, il n'y avait même pas d'électricité à Kaboul. Tout à fait. Comment faire marcher un plateau chirurgical quand il n'y a pas d'électricité? C'était quoi l'urgence à Kaboul qu'on ne voyait pas depuis nos capitales occidentales? C'était l'urgence de soigner immédiatement et d'aider les Afghans à reconstruire leur pays, leur système de santé et à soigner avec les possibilités locales. Non pas d'amener un hôpital flambant neuf comme ça a été fait, que je décris dans le livre et dont je suis assez critique, pardon pour mes amis qui ont fait cela. Et pour la première dame de France qui, à l'époque, s'était totalement engagée là-dessus. Mais pourquoi ne pas respecter ce que souhaite la ministre de la Santé afghane? Et ce n'était pas une malade mentale. Elle avait été générale, elle était encore générale de l'armée afghane. Il y a des relents de colonialisme, vous dites, dans cette attitude. Mais oui, mais parce que nous pensons que nous avons toujours raison. Heureusement qu'on le pense, ou sinon on ne ferait rien. Mais ça a des limites. Et j'ai vu ces limites, je les ai vécues dans mes tripes, et je peux vous dire que c'est parfois très difficile. Enfin, il y a Haïti, 12 juillet 2006, donc il y a 10 ans. C'est l'accident. Qu'est-ce qui se passe? Je suis soulevé par un arc électrique. Vous êtes foudroyé, quoi. Exactement. Et c'est le mot, je suis foudroyé. Je verrai plus tard des photos de mon visage qui était totalement noirci. Je suis foudroyé, je me soulève, je suis soulevé, je retombe. Tout à fait, comme une crêpe, m'attendez. Et je suis retombé sur le coin d'un petit muret sur lequel j'étais, et sur lequel j'allais tous les matins parce que je voyais Port-au-Prince à mes pieds. Je suis foudroyé, je mets les mains sur mes jambes et je dis ça y est, j'ai gagné. 30 ans que ça me pendait au nez, c'est arrivé. Vous vous attendiez à l'accident qui allait vous ravager physiquement? À la mort, je m'attendais, parce que dans ces pays-là, on s'attend toujours à mourir. Enfin, oui, je l'ai toujours su. Mais c'était un engagement aussi à aller au-devant de ces patients, de ces patients en plein milieu de la guerre. Nous étions avec des gens qui tiraient et d'autres qui leur tiraient dessus. Et la vie continue. Alors, à hauteur de fauteuil, donc vous décrivez d'ailleurs cette nouvelle vie à hauteur de fauteuil, il y a des passages assez humoristiques, enfin bref. Et alors vous racontez que malgré tout, la vie continue et vous êtes nommé par Bernard Kouchner, consul de France au Kurdistan irakien. Est-ce que ça n'a pas compliqué votre tâche que d'être justement en fauteuil? Parce que vous continuez, même en fauteuil, à vous rendre dans des zones de guerre, dans des prisons de haute sécurité, vous dites dans le Guantanamo irakien. Tout à fait. Un fort de haute sécurité organisé par les Américains pour y mettre les 1500 terroristes. Là, et j'y vais, mais mon fauteuil, c'est quoi? Mais ce sont mes jambes. Et ça se passe très bien. Aujourd'hui, avant et demain. Voilà. La meilleure chose, c'est que j'étais remarqué et remarquable. On disait, le gars en fauteuil roulant, ah oui, c'est lui, le consul général de France. La classe. Voilà, parce que d'habitude, c'est pas le type qui parle avec la ministre là-bas. Pas du tout. Voilà. Et dans cette prison, ce Guantanamo, il y avait des terroristes, des djihadistes. Français. On était en 2004. Vous racontez dans le livre, à l'époque, ils pouvaient rentrer en France tout à fait. Sans aucun contrôle. Tout à fait. Et j'en ai suivi un, je le raconte dans le livre. Malheureusement, j'avais prévenu pourtant. Il fallait absolument une aide psychologique. Il voulait tuer Obama. Mais exactement. Et il me disait, mais docteur, vous savez très bien qui est responsable de tout ça. C'est Obama. Il est revenu. Merci. Non, et voilà, L'homme debout. C'est passionnant. On comprend mieux le titre, d'ailleurs, maintenant. L'homme debout, c'est chez Stock. Merci beaucoup, docteur Frédéric Tissot, donc médecin, diplomate et auteur de ce merveilleux livre. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, C'est dans l'air, qui revient sur la non-candidature de François Hollande. Qu'est-ce qui a pesé dans le choix du président? Et puis, quelles conséquences, évidemment, pour la gauche? C'est tout de suite. C'est dans l'air, Bruce Toussaint.